Donc, aujourd'hui, je me présente d'abord. Je suis Laure Patas-Dillier. Je suis tête de liste pour les élections européennes pour la liste Espéranto langue commune qui est présentée par le parti Europe Démocratie Espéranto. Nous allons passer une demi-heure ensemble aujourd'hui et nous allons passer en fait cette session en trois parties. On va d'abord avoir une première partie de 10 minutes dans laquelle on va s'intéresser à la langue espéranto. Je vais d'abord vous la présenter et ensuite répondre à vos questions à propos de la langue. Ensuite, pendant 10 autres questions, nous allons parler de la situation des langues dans l'Union européenne. Et de même, je vais commencer par vous présenter un petit peu le sujet et ensuite vous allez poser des questions et je vais y répondre. Et enfin, en troisième partie, on va parler de notre liste qui se présente aux élections européennes, de son programme, de sa raison d'être. Vous pourrez également, d'abord je vais vous faire la présentation et ensuite vous pourrez également bien sûr poser des questions à laquelle je répondrai. Donc là on va entamer la première partie qui concerne la langue espéranto. Peut-être que certains parmi vous ne savent pas ce que c'est que l'espéranto. D'abord, la première chose à savoir, c'est que l'espéranto, c'est une langue. Et c'est une langue qui a été conçue pour la communication internationale. C'est très important de comprendre ça. Alors, la langue espéranto, elle est parlée par environ, c'est difficile à calculer de toute façon, environ 3 millions de personnes. Elle est parlée sur tous les continents et dans plus de 120 pays. Et elle est de plus en plus utilisée aussi sur Internet, qui est en quelque sorte un continent. Donc c'est une langue qui fait partie des langues les plus répandues. D'autre part, ça n'est pas la langue d'un territoire. Elle n'a pas un lieu d'usage privilégié. C'est au contraire une langue de communication entre des personnes qui n'ont pas la même langue maternelle. C'est ce qu'on appelle une langue pont qui permet de couvrir, de compenser la barrière des langues entre des personnes qui ne parlent pas la même langue. On appelle ça aussi une langue véhiculaire. Donc c'est ce type de langue qu'est l'espéranto. Alors, cette langue, elle a été inventée tout simplement par un adolescent. C'est un adolescent qui l'avait imaginé. Il s'appelait Ludwig Zamenhof. Il vivait dans ce qui est aujourd'hui la Pologne et il a rêvé de cette langue qui permettrait de faire parler tout le monde sans problème, les personnes qui n'ont pas la même langue. Et il l'avait imaginé adolescent et il l'a réellement créé une fois adulte. Il l'a publié en 1887. Cette langue, il l'a créée pourquoi? Pour permettre un dialogue entre les communautés, un dialogue en vue de favoriser la paix. Donc c'est une langue et il y a à l'origine aussi une idée de paix, une idée d'entente et de compréhension entre les cultures, dans le respect de la culture de chacun. Et alors, il y a quelque chose qui est fondamental à comprendre en ce qui concerne l'espéranto. C'est très important pour toutes les personnes qui sont un petit peu curieuses de cette langue bizarre, c'est que l'espéranto est une langue très facile. Ça n'est pas magique, c'est pas parce que, hop, on suit une leçon d'espéranto qu'on parle couramment, c'est quand même pas si facile que ça, mais c'est réellement 10 fois plus facile à apprendre que les autres langues, et c'est mesuré. Il faut environ 1500 heures pour un français pour bien parler l'anglais, 150 heures pour apprendre l'espéranto. Ça s'apprend très très facilement. Donc la facilité d'apprentissage rend l'espéranto accessible à tous, y compris les personnes qui se croient ou se disent nuls en langue. Donc grâce à ça, on peut dire que l'espéranto offre un mode de communication qui est à la fois efficace, égalitaire et accessible. Donc là, en fait, je vous ai présenté l'espéranto en quelques minutes. Si vous avez des questions, je suis prête à y répondre.
Alors, je ne vois pas pour l'instant de questions. Je vois des bonjours, mais je ne vois pas de questions. Alors, oula, c'est un peu petit, j'ai du mal à lire. Ah si, pardon, oui, non, si, ça va très bien. Alors, si ce n'est pas la langue d'un peuple ou d'un territoire, pourquoi utiliser une langue artificielle plutôt qu'une langue naturelle déjà existante? Alors, d'abord, l'idée de langue artificielle versus langue naturelle, c'est une distinction qui en fait elle est artificielle aussi. Quelque part, toutes les langues sont un peu artificielles, enfin beaucoup en tout cas le sont. Le français est en partie artificiel puisqu'il a été codifié à l'époque de Richelieu. Il y a également en réalité beaucoup de langues qui ont été créées. On parle souvent de langues construites. Et dans le monde, il y a énormément de langues très courantes qui sont des langues construites ou reconstruites ou partiellement construites. C'est le cas par exemple de l'Indonésie, de l'indonésien, du swahili, de l'hébreu moderne, c'est le cas de l'alphabet coréen, c'est le cas du norvégien, du mandarin, enfin il y a d'innombrables langues qui sont en partie construites. Et de toute façon, l'espéranto, certes, a été créé à l'origine. En fait, elle a été initiée par Ludwig Zamenhof. Mais une fois que la langue a été initiée, il l'a en quelque sorte léguée à la communauté, à l'ensemble des personnes qui parlent espéranto, et c'est la communauté des locuteurs qui ensuite fait vivre la langue, qui rajoute des mots nouveaux quand on en a besoin. Et maintenant, aujourd'hui, depuis plus d'un siècle, la langue vit comme toutes les langues vivantes, elle évolue comme toutes les langues vivantes, avec ses mots courants pour parler d'un sujet ou pour parler d'un autre. Donc on ne peut plus faire cette distinction langue artificielle ou langue naturelle. Donc c'est un peu hors de propos de reprocher à l'espéranto que c'est une langue artificielle. Ça n'est plus, ça pouvait être quelque chose qu'on pouvait dire au XIXe siècle. De nos jours, après plus d'un siècle, ça n'a plus de sens. Alors, nous avons une personne qui nous rejoint, Esperanto Balagui, bonjour. Donc, nous sommes en train de poser des questions ou de répondre aux questions concernant la langue espéranto. Et je peux aussi vous assurer qu'il n'y a pas de difficulté pour entendre parler de l'espéranto si on le souhaite. Il suffit de taper espéranto dans votre moteur de recherche et vous verrez qu'en réponse, vous découvrirez que l'espéranto est finalement plus connu, plus répandu que vous n'imaginez. La Wikipédia en espéranto, par exemple, fait partie des 40 versions de Wikipédia qui sont les plus riches en articles et il s'en crée bien entendu très souvent. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Alors, une autre personne demande est-ce qu'elle a de la culture? Alors, certes, d'abord, il faut savoir qu'il y a des langues qui n'ont pas de culture, hein, elles sont vivantes et tout à fait légitimes pour autant, enfin elles n'ont pas de littérature parce qu'elles sont orales, mais ça n'est pas le cas de l'espéranto. L'espéranto est une langue de culture depuis l'origine. D'ailleurs, lorsque Ludwig Zamenhof a créé sa langue, il a publié dans un petit livre pour présenter la langue qu'il avait créée, et dans son petit livre, on trouve les premiers textes qu'il a créés avec sa langue. Et un des premiers textes, dans le premier livre, c'était un poème. C'est dire à quel point, dès le départ, il avait prévu que cette langue soit une langue qui ne soit pas juste utilitaire, mais qui puisse exprimer tous les sentiments, toutes les nuances de la pensée, et qui puisse être utilisée pour toutes les formes de littérature. Et en espéranto, on peut trouver toutes les formes de littérature, bien sûr des poèmes, bien entendu, des essais, des romans, des nouvelles, des pièces de théâtre, toutes les formes qu'on peut connaître. Et aujourd'hui, l'espéranto a une
culture riche et vivante. Chaque semaine, c'est plusieurs livres, nouveaux livres qui se créent. Il y a sans arrêt aussi des journaux qui se publient. Il y a sans arrêt des pièces de théâtre, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions concernant la langue espéranto? Alors, par quel moyen peut-on apprendre l'espéranto? Le plus simple, c'est d'aller sur Internet. Le plus simple, c'est d'aller sur Internet et de chercher les moyens d'apprendre l'espéranto. Il y a des moyens pour l'apprendre gratuitement, notamment l'association Espéranto France propose des cours gratuits avec des correcteurs bénévoles. Il y a également des méthodes en ligne entièrement. On peut avoir aussi des cours donnés par des associations locales ou des cours entièrement sur Internet ou sur téléphone. Donc il y a une pléthore de façons d'apprendre l'espéranto. Chacun peut y trouver son compte. Bien entendu, il y a également des livres, il y a des méthodes audiovisuelles avec des films. Tout est possible et en fait, c'est à chacun de choisir son chemin. Est-ce qu'il y a une dernière question concernant l'espéranto avant qu'on passe à une deuxième partie? Alors, on raconte que c'est 10 fois plus facile à apprendre que d'autres langues, mais comment est-ce qu'on peut mesurer ça? Alors, comment on peut le mesurer? C'est ce que je vous avais dit. C'est-à-dire qu'on constate qu'il faut 1500 heures pour apprendre l'anglais pour un français et 150 heures pour apprendre l'espéranto. Et concrètement, comment se fait-il que on puisse l'apprendre si rapidement? Je peux vous situer aussi mon expérience personnelle. Au bout de 7 ans d'anglais, j'avais le niveau pour passer le bac. Le niveau pour passer le bac, c'est le niveau B2 du cadre européen des langues. J'ai commencé l'espéranto. Au bout d'un an, j'avais le niveau C1, c'est-à-dire un niveau supérieur au niveau bac. Donc, j'avais acquis en un an un niveau supérieur au niveau que j'avais atteint en 7 ans pour l'anglais. C'est déjà un témoignage personnel. Sinon, pourquoi est-ce que l'espéranto serait 10 fois plus facile à apprendre? C'est parce qu'en fait, elle a été créée pour être simple. D'abord, l'orthographe est complètement phonétique, donc une lettre, un son, une lettre. D'autre part, la grammaire est très simple, minimale, il y a très peu de règles et aucune exception. D'autre part, il y a très peu d'efforts à faire pour apprendre le vocabulaire parce que l'espéranto est basé sur des racines qui sont très courantes dans les langues européennes. Donc pour tous les Européens, ces racines sont faciles à apprendre. Et avec 1000 racines, on peut se débrouiller parce qu'en espéranto, on compose les mots en agglutinant des racines les unes derrière les autres comme les wagons d'un train. Donc il suffit d'apprendre les racines et il suffit d'apprendre à les combiner entre elles. C'est comme un jeu de Lego. Et ensuite on peut comprendre ou créer des mots avec ces racines. Alors maintenant je vous propose de passer à la deuxième partie de cet exposé. Donc on va parler du problème des langues dans l'Union européenne. Donc, excusez-moi, comme vous savez, nous sommes dans l'Union européenne depuis un certain temps déjà. La devise de l'Union européenne, vous la connaissez peut-être, c'est unis dans la diversité. Et donc, officiellement, l'Union européenne est diverse aussi en matière de langue. Parce que il faut comprendre que nous sommes 27 pays et il y a 24 langues. Donc, de fait, l'Union européenne est multilingue. Le problème, c'est que personne ne peut apprendre 24 langues. Personne ne peut bien connaître 24 langues. Donc, on ne peut pas fonctionner de façon complètement, purement multilingue. Alors, en 2002, l'Union européenne s'est donné un objectif qu'on appelle l'objectif de Barcelone, parce qu'il a été fixé à Barcelone. Cet objectif disait que tous les Européens doivent apprendre 2 langues étrangères en plus de leur langue maternelle. Alors,
cet objectif a été donc fixé en 2002. Il n'y a pas un pays de l'Union européenne qui a réussi à l'atteindre. On en est même très loin. On en est même tellement loin qu'on recule. Parce qu'en réalité, ce qu'on constate, c'est que les Européens apprennent de moins en moins les langues étrangères en général. Ils se mettent tous à apprendre de plus en plus uniquement l'anglais. Or, l'anglais n'est plus une langue de l'Union européenne. En tout cas, une langue officielle du pays. L'Irlande a demandé l'irlandais, et même s'ils utilisent également l'anglais, bien sûr, Malte a demandé aussi le maltais. Donc, ça n'est plus une langue spécifique d'un pays de l'Union européenne. Donc, en fait, le problème, c'est que on apprend de plus en plus uniquement l'anglais, et de même, les institutions européennes travaillent de plus en plus, non plus en multilingue, parce qu'ils affichent un multilinguisme, mais dans les faits, ils vont de plus en plus vers l'usage de l'anglais partout. L'anglais est partout dans toutes les instances de l'Union européenne. Quand on va sur le site internet, quand on regarde les rapports qu'ils produisent, effectivement, la page d'accueil ou la première page ou la synthèse, le résumé, est en quelques langues, grandes langues de l'Union européenne. Et dès qu'on veut aller plus loin, il n'y a plus que de l'anglais. Et ce phénomène s'accentue avec le temps. Donc, finalement, on va vers une Union européenne qui devient petit à petit, pas après pas, de plus en plus anglophone. Or, cette progression, comment est-ce qu'elle s'est faite? Est-ce qu'il y a eu une consultation? Non. Est-ce qu'il y a eu une décision officielle? Non. Est-ce qu'il y a une politique linguistique affichée, affirmée? Non. Pas du tout. Ça se fait dans un silence inerte. En fait, c'est un petit peu comme si c'était inévitable, comme si ça nous tombait du ciel et qu'il fallait s'y adapter. Bon, admettons. Mais au moins, est-ce que ça marche? Est-ce que l'anglais partout, est-ce que ça marche? À mon avis, ça ne marche pas, mais je suis prête à répondre à vos questions. Alors attendez, il y avait une question. Oui, il y a quelqu'un qui... Oups. Il y avait une question qui a été masquée par quelqu'un d'autre et que je voudrais récupérer. Oui, il y avait une personne qui disait de toute façon, tout le monde parle anglais puisqu'on l'a tous appris à l'école. Alors, moi j'aime bien entendre cette phrase, tout le monde parle anglais. Ça se répète, à force de se répéter, tout le monde finit par y croire. Sauf que c'est faux, c'est même archi faux. Tout le monde a suivi des cours d'anglais à l'école, oui, c'est vrai, mais suivre des cours, ça ne veut pas dire qu'on a appris. D'ailleurs, on enseigne l'anglais de plus en plus tôt, dans beaucoup d'écoles, maintenant c'est dès la maternelle. Mais pourtant, les résultats, ils sont mauvais. Les enquêtes qui sont menées par la Commission européenne elle-même auprès des citoyens européens, ces enquêtes sont formelles. Il y a 75% des Européens qui ne sont pas capables de comprendre l'anglais suffisamment pour suivre un journal télévisé ou un débat politique ou pour participer à une discussion politique ou pour participer à la création d'une loi européenne sur un sujet qui les intéresse. Alors, effectivement, si on leur demande « Est-ce que vous êtes capable d'aligner 3 mots en anglais ?», on arrive à 38% des Européens qui disent qu'ils peuvent tenir une petite conversation sur des choses très concrètes, du genre combien ça coûte, où sont les toilettes, enfin bon. Mais on est très loin de ce qu'il faudrait pour pouvoir, du point de vue politique, mener une politique ensemble. Donc, on en est très loin, et il faut savoir que le pire, c'est que le niveau n'augmente pas au niveau européen. Pas tellement, ça stagne d'année en année. Alors, il y a Émilie qui dit c'est peut-être juste parce que les Français sont nuls en langue, parce que sinon, ailleurs, tout le monde parle anglais. Les Français sont nuls en langue. Ça aussi, on le répète. Ça, qu'est-ce qu'on l'a entendu À force de l'entendre, on a tous, de toute façon, on a l'habitude de dire que les Français sont nuls, alors aussi bien en langue que pour le reste. Sauf que, en ce qui concerne les langues, en tout cas, c'est pas vrai.
c'est pas vrai tout simplement. Les Français ne sont pas nuls en langue, enfin pas plus que les autres, plutôt. En fait, quand on regarde ces mêmes enquêtes de la Commission européenne, on constate que les Français, comment ils se situent? Eh bien, dans la moyenne. Ils ont la moyenne. Bah, c'est pas si mal d'avoir la moyenne. On est juste dans la moyenne de l'Union européenne. Donc on n'est pas les derniers de la classe. On n'est pas les nuls avec le bonnet d'âne et dans un coin. Donc il faut arrêter de culpabiliser les gens qui ont du mal avec l'anglais. Il faut qu'ils arrêtent de s'en sentir coupables et honteux et qu'ils se disent «Ah, c'est de ma faute, je suis paresseux, j'ai pas assez travaillé». Mais non, c'est juste que l'anglais est une langue difficile. On a l'habitude de penser que l'anglais est une langue facile. Non, c'est une langue familière, parce qu'on l'entend beaucoup. Et elle est partout, de plus en plus, certes. Mais ça n'en fait pas une langue facile, c'est juste familier de l'entendre. Mais à maîtriser, c'est une langue vraiment difficile, aussi difficile que le français d'ailleurs. Donc en fait, il faut absolument pas culpabiliser les personnes qui ont du mal avec les langues, c'est juste qu'on leur demande de faire quelque chose de très difficile. Alors, est-ce qu'il y avait une autre question? Oups. Tous les trucs internationaux parlent en anglais, l'Union européenne, etc. Oups. Oula. Attends, j'arrive plus à lire le message. Oui, voilà. Et toutes les instances européennes, tous les congrès scientifiques et tout et tout. Pourquoi changer tout ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait accompli. Il n'y a plus rien à dire. L'anglais est partout. Et maintenant, faut se résigner, faut s'adapter. C'est un peu. Enfin bon, je vais pas parler du réchauffement climatique parce que c'est un peu hors sujet, mais un peu comme si ça tombait du ciel et comme la pluie qui tombe et tant pis, il faut s'adapter. Mais pourquoi? Pourquoi? L'Union européenne, c'est quand même une grande puissance. Elle a le choix. Elle n'est pas obligée de subir. Et il faut savoir que l'anglais partout, ça nous coûte très cher. Ça coûte très cher à l'Union européenne. Donc ça nous coûte très cher à nous tous. Par exemple, quand dans les relations internationales, quand l'Union européenne négocie avec les États-Unis un traité commercial, par exemple, ou le Canada, enfin bref, on va éviter les sujets d'actualité quand même, mais disons un traité commercial. Donc deux personnes ou plusieurs autour d'une table pour discuter. Sauf qu'il y en a qui discutent et qui négocient dans leur langue maternelle, et il y en a qui discutent et négocient dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle. Eh ben, je suis désolée, mais ne pas parler dans sa langue maternelle, ça gêne, on est moins à l'aise, on est moins concentré, on est moins intuitif, donc ça nous affaiblit dans la négociation. Et ça se paye en argent. Ça a un coût. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Alors il faut savoir qu'il y a eu un économiste qui s'appelle le professeur Grain qui a étudié tout ça. Il a étudié l'Union européenne et l'économie des langues. Et il a étudié 3 solutions, le multilinguisme pur, l'anglais partout et l'espéranto. Et il a comparé les prix, les coûts. Et il est arrivé à la conclusion que ce qui est le plus économique, le plus avantageux, c'est l'espéranto. Donc si on prenait l'espéranto comme langue commune, on ferait des économies au niveau de l'Union européenne. Et ce même professeur, dans son rapport, évaluait à 7 milliards d'euros par an pour la France le gain qu'on aurait à utiliser l'espéranto. Alors, nous arrivons déjà à 19h25, donc on va démarrer la 3e partie, le 3e sujet de cette session, c'est notre liste espéranto langue commune aux européennes. Donc notre mouvement, notre parti Europe Démocratie Espéranto, il lutte pour une meilleure démocratie dans l'Union européenne, d'où son nom, Europe Démocratie Espéranto. C'est-à-dire que nous voudrions que la démocratie s'améliore, que les populations, les citoyens aient voix au chapitre.
Et nous pensons qu'une des causes, une des difficultés de la démocratie dans l'Union européenne, c'est l'absence d'une langue commune facile. En fait, on a un problème de langue dans l'Union européenne, un problème qui n'est jamais posé mais qui est bien réel. Premièrement, il y a une fracture linguistique qui est aussi sociale entre les élites, les décideurs qui sont anglophones, qui parlent anglais avec aisance, et la majorité des Européens qui, eux, ne sont pas à l'aise en anglais et qui se sentent des citoyens de seconde zone et mis de côté, ne participent pas aux décisions. Ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose, c'est bien entendu la barrière des langues qui sépare les peuples. Les médias, les opinions, les élections même, se font pays par pays. Et en fait, nous aimerions qu'il y ait une langue pont qui permette le dialogue entre les différents pays et qui permette la construction d'une opinion publique à l'échelle européenne, parce qu'une opinion publique, c'est un ingrédient indispensable à une démocratie. Alors maintenant, je vais répondre à vos questions. Si vous avez des questions sur notre programme, notre parti et notre proposition aux élections européennes. Oups. Attends. J'ai du mal à lire les messages. Voudrais savoir s'il y a des questions. Je vois des remarques, mais je ne vois pas des questions. Ah si. Europe Démocratie Espéranto présente une liste européenne depuis 20 ans sans succès. Pourquoi insister à continuer un truc qui ne marche pas? Ah, c'est une bonne question. Effectivement, ça fait un peu Shadok. Plus ça marche pas, plus on fait de la même chose. C'est vrai et faux. D'abord, notre premier objectif n'est pas d'obtenir des voix, un maximum de voix. Notre objectif, c'est de faire connaître la solution à un problème, à une question qui n'est pas posée, qui est volontairement ou involontairement ignorée. D'autre part, la campagne électorale en cours est l'occasion de faire connaître l'espéranto à un grand public qui ne sait même pas ce que c'est, et notamment aux jeunes qui vont pouvoir apprendre que l'espéranto existe, qui pourront s'y intéresser, et je pense que nous avons tous à y gagner, que les jeunes générations s'intéressent à une langue aussi riche en promesses. C'est une façon d'avancer et de construire l'avenir de l'Union européenne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je verrai si ça amuse mes enfants plus que l'anglais. D'accord. À côté de ça, une seule idée, ça fait pas un programme. Oh il y en a d'autres qui se présentent aux élections avec une seule idée. C'est pas. Et d'autre part, c'est quand même une idée qui est riche de promesses. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de listes qui présentent une idée un peu nouvelle, un peu efficace et qui permettra de faire progresser l'Union européenne de façon aussi importante. Je regarde les autres listes, je trouve qu'on n'a pas à rougir de notre programme. D'autre part, notre programme s'appuie quand même sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. On défend les droits de l'homme, on défend l'Union européenne, le projet européen. Je trouve que c'est un programme effectivement qui ne couvre pas volontairement tout le champ politique. C'est un choix de notre part parce que nous souhaitons permettre aux citoyens de dessiner eux-mêmes leur avenir commun. Alors, pourquoi ne pas défendre l'anglais comme langue commune neutre pour l'Union européenne après le Brexit? La réponse, c'est que il faut 1500 heures pour apprendre l'anglais et 150 heures pour l'espéranto. Pourquoi faire quelque chose de long et compliqué quand on peut faire quelque chose de beaucoup plus simple et plus facile, qui donne le même résultat? L'avantage de l'espéranto aussi, c'est que ça met tout le monde à égalité. On n'a pas les anglophones ou les personnes qui ont
des langues qui ressemblent à l'anglais, l'espéranto met tout le monde à égalité. Alors, pour travailler, les eurodéputés sont regroupés en grands groupes parlementaires. Avec quel groupe iriez-vous? Êtes-vous plutôt de droite ou plutôt de gauche? Effectivement, c'est une bonne question qu'on nous pose souvent. Sauf qu'on on va pas y répondre. La question n'est pas est-ce qu'on est de droite ou de gauche. Est-ce qu'une langue peut être de droite ou de gauche? Ben non. Avec une langue, on peut tout exprimer, c'est pas le sujet. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous avons des valeurs. Nos valeurs, c'est les droits de l'homme. Nos valeurs, c'est l'égalité homme-femme. Nos valeurs, c'est une égalité et un respect entre les cultures et un respect de la diversité linguistique. C'est donc une certaine inclusivité. Et toutes ces valeurs sont compatibles, bien entendu, avec les valeurs européennes et elles sont compatibles avec tous les autres partis, quelle que soit leur orientation, qui veulent bien nous rejoindre sur ces valeurs-là. Donc je crois que ce n'est pas tellement une question d'orientation, c'est plutôt une question de partager les mêmes valeurs. C'est ça qui est important. Cela dit, dans notre parti, bien entendu, il y a des personnes qui ont des opinions bien tranchées d'un côté ou de l'autre. Mais la position de notre parti n'est pas l'addition de la position des membres. C'est une position qui a été choisie ensemble et qui se veut neutre. Avez-vous conscience d'être classé parmi les listes farfelues? Mais classé par qui? Par des personnes qui ne se donnent pas la peine d'étudier soigneusement ce qu'on propose. Il y a des journalistes qui nous considèrent comme des listes farfelues. Il y en a même beaucoup. Ce sont des journalistes qui ne font pas correctement leur travail et qui écrivent rapidement des papiers faciles à faire pour faire rire la galerie. Bon, ben, pourquoi pas? Mais bon, c'est quand même le plus important. Alors, le climat n'est-il pas le plus urgent? Alors, les questions climatiques ne sont-elles pas les plus urgentes? Effectivement, il y a les problèmes climatiques qui se posent, mais je ne dirais pas que la question du climat est la plus urgente. Il ne faut pas confondre l'urgent et l'important. Je pense que la question du climat est très importante, mais le plus urgent, si je dirais le première étape, c'est de permettre d'ouvrir le débat. Et pour ouvrir le débat, il nous faut une langue commune. Pourquoi est-ce que c'est le plus urgent? C'est parce que pour répondre aux questions climatiques, il va falloir prendre des décisions difficiles. Il va falloir demander des efforts. Et pour que les efforts soient acceptés par les citoyens, il faut que chaque citoyen ait pu participer à la réflexion, participer au débat et qu'il soit certain que tout le monde prendra sa part des efforts. Donc il faut que ces décisions soient construites avec les citoyens. Sinon, ils vont résister. Et pour que ces décisions soient prises avec les citoyens, il faut qu'ils participent. Et pour qu'ils participent, il faut qu'ils puissent communiquer ensemble et avec les décideurs. Et c'est là que la nécessité d'une langue commune facile est absolument impérieuse. Et je dis que c'est urgent parce que apprendre l'espéranto, ça peut se faire vite. En quelques mois, vous pouvez rattraper le niveau que vous avez atteint laborieusement en anglais. Et je dirais que c'est peut-être le premier pas qu'il faut faire au niveau européen pour avancer dans la transition écologique, pour être sûr que tous les efforts, toutes les transitions, tous les changements difficiles qui sont devant nous soient bien acceptés, répartis et construits par les citoyens eux-mêmes. Alors les droits des animaux, quand ils seront publiés. Hein. Alors, comment dire laborieusement en espéranto? Pene, strebe, par exemple. Il y a plusieurs façons de dire les choses en espéranto. Ben écoutez, merci beaucoup. J'ai encore un petit peu de temps
pour répondre à une dernière question. On est arrivé au bout du temps imparti, mais je peux encore répondre à une dernière question s'il y en a une. Ou sinon, je peux vous proposer de vous dire une phrase en espéranto. C'est souvent ce qu'on me demande. Non, on ne me le demande pas. Bon, ben, alors, avez-vous un Facebook? Oui, nous avons un compte Facebook, effectivement. En fait, c'est Europe Démocratie Espéranto, le parti, qui a un compte Facebook. Nous sommes sur Facebook, sur LinkedIn, sur X, enfin l'ancien Twitter, et sur Instagram. Et nous vous donnons rendez-vous sur nos comptes de réseaux sociaux. Et en particulier, j'aimerais vous donner rendez-vous mardi soir sur Facebook parce que nous allons faire un Facebook Live. Cette fois-ci, ce n'est pas moi qui vais vous parler, c'est Pierre Dieumegarde qui est le président de notre parti Europe Démocratie Espéranto et qui est le deuxième de liste sur notre liste Espéranto langue commune. Et pour terminer, je voudrais vous demander le 9 juin de voter pour nous, de voter pour Espéranto langue commune. La naŭan de julio voĉdonu por ni, voĉdonu por Esperanto komuna lingvo. Au revoir.